Bonjour à tous, c'est Caro. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième session de ce WinDev Tech Tour 2024. Et bonjour à tous, c'est Marc. Et aujourd'hui encore, on a plein de choses à voir ensemble. Alors, éteignez vos téléphones et installez-vous confortablement. Bonjour, c'est Manu, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors comme c'est un WinDev Tech Tour, c'est reparti pour une heure de technique avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile 2024. En avant! Dans ce sujet, nous allons parler d'UI. On va vous montrer comment travailler en collaboration avec des designers qui utilisent Figma. Alors, Figma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de design, de création de maquettes graphiques. WinDev 2024 s'interface avec Figma afin de transformer extrêmement rapidement et facilement ces maquettes en fenêtre WinDev, en page WebDev ou en fenêtre WinDev Mobile. Figma, ça permet à des designers qui n'ont pas de compétences en développement de faire des maquettes d'applications. Mais ces maquettes, c'est que des éléments graphiques. C'est pas des champs, c'est que des textes, des traits et des images. Je vous montre comment ça fonctionne. Mon équipe de designers a créé une UI pour la future fenêtre de connexion de mon application. Alors pour l'instant, c'est juste une maquette dans Figma. Et je vous la montre, je lance le site de Figma, j'arrive dans mon espace de travail, ils appellent ça une page. Dedans, j'ai des maquettes, ils appellent ça des frames. En fait, chaque frame correspondra à une fenêtre, une page ou une fenêtre mobile. Moi, je vais importer la première maquette. Donc elle s'appelle Connexion FR. Et sur cette frame, vous le voyez, il y a une image, un logo, des libellés, des cadres pour représenter les champs de saisie et un rectangle qui représente un bouton. À gauche, dans l'arborescence, je vois la liste de tous les éléments et sous-éléments Figma qui sont contenus dans la frame. Les traits, les cadres, les images. Allez, je lance WinDev et je vous montre comment transformer les éléments Figma en champ WinDev. Alors je commence dans le ruban, dans le volet projet, je déroule importer et je choisis une maquette Figma, créer une fenêtre. Alors je choisis d'abord le fichier Figma à importer. Le fichier Figma, en fait, c'est simplement son URL. Donc je fais copier-coller depuis le navigateur et je clique sur charger. Voilà, je choisis la page Figma qui contient la frame que je souhaite importer. Donc on a dit qu'on voulait importer la page de connexion. Et vous le voyez, WinDev affiche un aperçu de la page Figma. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Ensuite, WinDev liste à gauche les frames qui sont contenus dans cette page. Donc je choisis la frame Connexion FR. WinDev sélectionne la frame dans l'aperçu avec un cadre rose et bleu. Parce qu'on ne sait pas trop si c'est un frame ou une frame. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et pour lancer l'import, je valide. Alors WinDev crée une fenêtre et affiche l'assistant d'import Figma. Et pour m'aider, une pop-up d'aide s'affiche. La pop-up me dit qu'il y a deux étapes pour importer un élément depuis Figma. La première, c'est choisir le type de champ à créer dans WinDev. La seconde, c'est faire correspondre les sous-éléments Figma et les propriétés de WinDev. Ok, j'ai compris. Allez, je me lance. Je commence par la grande image, donc je clique dessus dans l'aperçu. WinDev sélectionne l'élément dans l'arborescence des éléments Figma à gauche de la fenêtre. Alors le graphiste l'a appelé décor. Pour indiquer le type de champ WinDev à créer, clic droit, champ image. Et le sous-élément qui s'appelle fond astronaute, c'est l'image, donc c'est la propriété image du champ WinDev. Donc clic droit, image. Ensuite, je vais importer la maquette du champ de saisie identifiant. Alors ici, le champ de saisie, il est maquetté par deux éléments distincts, le libellé et la zone de saisie, c'est un rectangle. Dans l'aperçu, je clique sur le champ de saisie identifiant. Alors vous le voyez à gauche dans l'arborescence, il y a deux sous-éléments. Clic droit sur identifiant, donc lui c'est un champ de saisie. Le sous-élément label identifiant, lui c'est le libellé, donc clic droit libellé. Et le sous-élément saisie identifiant, c'est la zone de saisie, donc clic droit, zone de saisie. Et vous le voyez, derrière, la fenêtre WinDev se construit dynamiquement en temps réel, en respectant les tailles, les styles, les polices. Allez, je fais le bouton maintenant. Je clique sur la maquette du bouton dans l'aperçu. Clic droit, bouton.
Alors le sous-élément bouton, c'est le cadre du bouton. Et le sous-élément connexion, c'est le libellé du bouton. Bon, vous avez compris le principe, hein, c'est facile. Je termine l'assistant. Et vous le voyez, je retrouve l'image de décor, le champ de saisie, qui est devenu un champ de saisie WinDev, le bouton connexion avec son cadre, sa couleur de fond, ses bords arrondis, sa police. WinDev importe un grand nombre de propriétés Figma et les transpose en style WinDev. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ajouter le code. Alors là, on a importé ensemble 3 champs seulement. Puis quand on fait toute la fenêtre, ça donne ça. Balèze. Alors ici, on vous a montré un exemple avec des champs simples. Maintenant, je vous montre un exemple plus complexe. Donc, je retourne dans Figma. Voici la maquette que le graphiste a préparée. Alors, vous le voyez, il y a plus de champs, il y a même une table. Donc, je retourne dans WinDev. Je lance l'assistant d'import, projet, importer, une maquette Figma. Je sélectionne l'URL de la deuxième maquette, donc la voici. Je sélectionne la page. Je sélectionne la frame. Je valide. Donc là, WinDev me dit, cette frame a déjà été importée dans ce projet. Voulez-vous récupérer les choix déjà effectués? Bon, pour gagner du temps, j'avais déjà commencé. Donc je reprends mon travail, je clique sur récupérer. J'arrive dans l'assistant d'import. Et vous le voyez, WinDev a repris les associations que j'avais utilisées précédemment entre les zones Figma et les champs WinDev. Donc par exemple, le titre, je l'ai déjà passé en libellé. Le champ de recherche, un champ de saisie. Et les résultats, un champ table. Ils m'ont ajouté le bouton que je leur avais demandé. Donc je le transforme en bouton WinDev, clic droit, bouton, le libellé et le cadre. Et le cadre. Voilà, j'ai fini, je valide. Et voilà ma fenêtre de liste de participants, complètement designée. Elle est stylée, hein? Et maintenant, j'ai plus qu'à coder. Alors, il y a une chose importante à savoir pour utiliser l'import de maquettes Figma dans WinDev, dans WebDev ou dans WinDev Mobile. Il est nécessaire que WinDev ait le droit d'accéder à cette maquette. Pour donner ce droit, ça se passe dans Figma. Il suffit de cliquer sur le menu général, ici en haut à gauche, Help and Account, Account Settings. En bas, dans la partie Personal Tokens, ici, vous cliquez sur Generate New Token pour créer un token d'accès. Vous lui donnez un nom pour pouvoir le retrouver facilement. Vous pouvez aussi lui donner une date d'expiration. Et vous choisissez à quoi ce token va donner accès. Alors WinDev, lui, il a besoin que des droits en lecture seule au contenu du fichier Figma. Donc, File Content, Read Only. Et vous validez. Figma crée alors un token et l'affiche. Alors, très important, il faut le copier là, tout de suite, maintenant, parce que c'est la seule fois où il sera affiché. Donc je clique sur Copy this token, OK, et je le donne à WinDev. Dans WinDev, c'est dans le ruban, volet Accueil, option générale de WinDev, dans l'onglet API tierce, et je colle ici, dans Clé Figma, le token. Et c'est tout. Grâce à l'import Figma, vous travaillez en synergie avec vos designers. Ils savent dessiner, vous savez coder. Bingo! D'après notre dernier sondage, vous êtes plus de 60% à utiliser le GDS. C'est bien. Et pour que vous soyez 100% la prochaine fois, je vous rappelle les points forts du GDS. Le GDS, c'est quoi? Sauvegarde automatique de vos sources, l'historique de toutes vos modifs, la possibilité de revenir en arrière dans vos sources, comme un CTRL-Z, mais puissance 10. Vous travaillez en même temps sur plusieurs branches d'un projet. Vous partagez le code entre les projets.
Et quand vous travaillez à plusieurs sur un projet, incontournable. Le GDS, c'est livré en standard. Utilisez-le. Et mettre un GDS en place, c'est super rapide. En local sur votre machine, si vous travaillez tout seul, sur un serveur privé, en réseau local ou dans le cloud. Ou encore plus facile et encore plus rapide, vous allez chez PCS Cloud. Vous prenez une plateforme de développement dédiée ou un GDS Drive mutualisé. Vous l'avez compris, le GDS, c'est votre allié indispensable pour vos développements. Et j'en ai pas fini avec le GDS, je vous en reparle dans quelques minutes. Et tout de suite, on enchaîne avec un sujet court et pratique, 5 nouveautés très utiles de l'éditeur de code de la version 2024. C'est vrai que l'éditeur de code, on s'en sert tous les jours. Alors tout ce qui peut nous rendre plus efficaces, c'est bon à prendre. Et je commence avec la correction automatique des fautes de frappe. Ça, c'est super utile pour ceux qui sont comme moi, qui n'enlèvent pas leur move pour travailler. Alors regardez, dans le code, je tape S est une chienne. Je fais Entrée et ça corrige tout seul. S redevient une chaîne. Et ça marche aussi avec les procudaires ou les neutiers. Pour bénéficier de cette correction automatique, selon votre configuration, soit vous l'avez par défaut, soit il suffit d'aller cocher la case dans les options de l'éditeur de code, ici. Il faut cocher la case « Activer la correction automatique au saut de ligne ». Deuxième nouveauté très confortable, l'éditeur de code affiche directement les erreurs de compilation dans le code. Dès qu'on se trompe, on le voit. Regardez, F ouvre, je passe aucun paramètre, et bien l'éditeur m'affiche l'erreur dans la ligne. Comme disait mon grand-père, ça saute aux yeux comme un coup de pied aux fesses. Il était développeur, ton grand-père? Troisième nouveauté, le gestionnaire de chaînes centralisé. Alors pourquoi on aurait besoin de centraliser l'édition des chaînes de caractères? Il y a 3 raisons principales. Déjà, pour la traduction. Ensuite, quand une chaîne est utilisée à plusieurs endroits, je vais en faire une constante. Comme ça, quand la chaîne est modifiée, elle est mise à jour partout en même temps. Troisième raison, pour vérifier l'homogénéité des textes, et en particulier la conjugaison des verbes, ER ou EZ. Le gestionnaire de chaînes centralisé, il est ici, dans le volet code, dans le regroupement langue, dans le menu déroulant, traduire les chaînes. Je choisis gestionnaire de chaînes du projet, le voilà. Alors la fenêtre s'ouvre et présente toutes les chaînes du projet. Alors, comme il peut y avoir beaucoup de chaînes dans un projet, bien sûr, je peux filtrer par élément, par type de chaîne, chaîne simple, multilangue, constante. Je peux aussi rechercher toutes les chaînes qui contiennent un mot ou une suite de caractères en particulier. En double-cliquant sur une chaîne, ça ouvre le traitement où elle se trouve. Et puis, ce qui est pratique, c'est que le gestionnaire de chaîne, il est non modal. Je peux le garder ouvert pendant que je travaille sur le code. Et maintenant, moi, je vous montre ce que je préfère dans ce gestionnaire. Regardez, ici, j'ai plusieurs fois la chaîne SC éléments. Regardez bien ce que je vais faire. Multisélection, clic droit, fusionner en une constante. Je donne un nom à la constante, je l'appelle section critique élément. Je valide et automatiquement, dans l'élément en cours, la constante est créée. Mais surtout, partout dans mon code, la chaîne SC élément a été remplacée par cette constante. Quatrième nouveauté, les hashtags dans le code. Alors un hashtag, c'est quoi? Eh bien, c'est un mot précédé du signe dièse, comme un hashtag sur les réseaux sociaux. Dans le code, vous les utilisez pour repérer des emplacements de code. Par exemple, j'ajoute hashtag optime quand je vois qu'on pourrait optimiser un algo, hashtag todo quand je repère un endroit où on pourrait ajouter une fonctionnalité, hashtag Marc, c'est quoi ce bazar, pour envoyer un message subtil à mon collègue. Et puis les hashtags, vous le savez, ils s'affichent dans l'éditeur, dans le volet des hashtags. Alors si je veux afficher des infos supplémentaires dans cette liste de hashtags, c'est super facile. La syntaxe, c'est « et commercial », un nom de propriété, il est complètement libre, le signe égal, et le texte entre guillemets. Alors j'insiste sur le entre guillemets parce que c'est obligatoire.
Donc par exemple, et dev égale Manu, pour indiquer que c'est Manu qui doit s'en occuper. Et regardez, dans le volet des hashtags, je retrouve mon to-do avec dev égale Manu et doc égale le lien vers la doc. Si vous avez saisi des URL, elles sont directement cliquables. Ça, c'est pratique pour renvoyer vers une doc. Et en plus, dans ce volet des hashtags, vous pouvez rechercher, trier et filtrer avec la petite pop-up. Sympa! La 5e nouveauté que je voulais vous montrer dans l'éditeur de code, c'est la nouvelle bulle d'infos. Alors regardez, je survole un appel de procédure et la bulle s'affiche. Là, c'est plus une bulle, Caro, hein. C'est carrément un roman. Ben justement, c'est ça qui est intéressant. Ça me donne plein d'infos super utiles. Le prototype complet de la procédure, un lien direct vers le code, l'accès aux références croisées, le commentaire d'en-tête de la procédure. En fait, j'ai toutes les infos à un seul endroit. C'est top! L'éditeur de code, c'est votre éditeur préféré. Il déborde de fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres pour vous permettre de développer toujours plus vite avec toujours plus de confort. Parlons d'un outil dont tout le monde se sert, le centre de contrôle HFSQL. Dans ce sujet, vous allez découvrir 6 fonctionnalités dont vous ne pourrez plus vous passer. Allez, je me lance. Je me connecte à notre serveur HFSQL. Et la première fonctionnalité que je veux vous montrer, elle va vous permettre de garder le serveur HFSQL toujours à jour sans rien avoir à faire. C'est la mise à jour automatique des serveurs HFSQL. Pour l'activer, c'est facile, c'est dans le tableau de bord du centre de contrôle. Il suffit de cliquer sur « Configurer les mises à jour ». Le centre de contrôle ouvre la fenêtre de configuration. Vous cochez la case « Activer la mise à jour automatique » et vous répondez aux questions de l'assistant. Alors la première étape, la plus importante, c'est où est-ce que votre serveur HFSQL va chercher la mise à jour. Vous avez 2 choix, soit chez PCSoft, soit sur un serveur à vous. Chez PCSoft, vous aurez l'assurance d'avoir toujours la dernière version. En utilisant un serveur à vous, vous choisissez quelle version du serveur HFSQL vous voulez utiliser. Moi, je veux utiliser un serveur perso. Comme ça, je contrôle les mises à jour. Suivant. Ensuite, je choisis la fréquence de vérification des nouvelles versions. Donc par défaut, c'est tous les dimanches à 3 h du matin, en heure du serveur. Je peux aussi choisir toutes les nuits à 3 h du matin, ou même définir une fréquence personnalisée. Choisissez bien votre heure de mise à jour, afin de ne pas gêner vos utilisateurs, parce que forcément, la mise à jour du serveur HFSQL va arrêter le serveur HFSQL pour le mettre à jour. Une fois la fréquence définie, vous terminez l'assistant, et c'est tout. À partir de maintenant, votre serveur se mettra à jour tout seul. Alors, c'est pas tout à fait tout, parce que tout à l'heure, on a choisi d'utiliser un serveur de mise à jour personnalisé. Donc, en fin de compte, l'adresse en dessous, l'adresse ici, c'est l'adresse où se trouve le numéro de version du serveur HFSQL qu'on veut utiliser. En plus du numéro, il faut l'adresse de téléchargement du pack de mise à jour. Donc ces deux infos, en fait, elles sont regroupées dans un fichier JSON qui est accessible à cette adresse. À la fréquence que vous aurez indiquée, le serveur HFSQL interroge le fichier JSON. Et si c'est nécessaire, il télécharge et il applique la mise à jour. Et ce fichier JSON, il sort d'où ? En fait, c'est à toi de l'écrire, mais c'est facile, hein, c'est un fichier texte, et il y a une page d'aide accessible directement d'ici. Tout est bien détaillé, tu as la structure et tout. Donc tout est expliqué, tu as juste à suivre la page d'aide. La deuxième fonctionnalité que je veux vous montrer, c'est les notifications par email. Vous le savez, le serveur HFSQL, il affiche des notifications dans le centre de contrôle. Par exemple, des erreurs dans les procédures stockées, ou des clés que vous pouvez ajouter pour optimiser certaines requêtes. Mais le centre de contrôle, on n'y va pas forcément tous les jours. Surtout si on a 20 serveurs. Ce dont je vais vous parler, c'est comment mettre en place l'envoi de ces notifications par email. Allez, je vous montre. Alors, c'est toujours dans la fenêtre de configuration du serveur. Vous sélectionnez Notifications dans la liste à gauche. Vous indiquez les adresses email du ou des destinataires, le niveau minimum des notifications qu'ils veulent recevoir,
information, warning, erreur ou uniquement les critiques. Alors, on peut vite être noyé sous les infos et les warnings. Moi, je vous conseille erreur, comme ça vous aurez les erreurs et les critiques. Et en dessous, bien, vous indiquez les infos de connexion au serveur de mail qui va envoyer les mails. Et si vous avez un grand nombre de serveurs HFSQL, je vous conseille un utilitaire très pratique qui sera dans la prochaine LST. Troisième fonctionnalité très pratique du centre de contrôle, la consultation des logs et des stats d'activité du serveur HFSQL. Les logs, ils vous permettent de voir toutes les requêtes, toutes les commandes que le serveur a exécutées. Et vous pouvez même activer l'enregistrement des paramètres pour avoir encore plus de détails. Pour voir les logs, il faut les activer bien sûr. Pour les activer, ça se passe dans l'onglet Log du serveur, ici. Il suffit de cocher la première case pour activer l'enregistrement des logs et la deuxième si vous voulez enregistrer les paramètres. Et vous indiquez combien d'espace disque les logs vont consommer. Attention, si vous activez l'enregistrement des paramètres, pensez au RGPD. Une requête sur un email et l'email se retrouve dans les logs. Il faut le savoir. Bonne nouvelle, vous pouvez décider de qui aura le droit de consulter les logs. C'est dans les droits du centre de contrôle. Un deuxième truc et astuce, le %% exe que vous voyez ici dans le répertoire des fichiers de log, en fait, il correspond au répertoire d'installation du serveur HFSQL. Donc là, ça va créer le répertoire des logs dans un sous-répertoire du serveur HFSQL. Et pour les stats d'activité, eh bien, les stacks d'activité, elles permettent de visualiser les ressources système utilisées par le moteur HFSQL. Les lectures disques, les écritures disques, les entrées-sorties sur le réseau, etc. Elles s'activent juste en dessous, dans Stats d'activité. C'est pareil, vous cochez les cases. Alors sur ces deux fonctionnalités, les statistiques et les logs, je vous conseille de les activer uniquement si vous cherchez un ralentissement ou un problème. Parce que c'est vrai que selon la charge de votre serveur, la quantité de données qui sera collectée peut être grande. Du coup, forcément, loguer toutes ces infos, ça prend un peu de temps, et c'est du temps qui n'est pas passé à traiter les requêtes clientes. Voilà, tout ça, c'était des fonctionnalités sur le serveur HFSQL en lui-même. Maintenant, je reviens plus particulièrement au centre de contrôle, avec une nouveauté 2024 très pratique, l'édition d'un enregistrement en mode fiche. Lorsque vous double-cliquez sur un enregistrement, une fenêtre s'ouvre avec une fiche qui présente toutes les colonnes de la table. Vous pouvez donc les visualiser de manière plus claire et les modifier. Allez, on continue avec une autre nouveauté sympa de la version 2024. La recherche dans un fichier de données est maintenant directement dans l'onglet Contenu. Et elle est beaucoup plus intuitive à utiliser. Et il y a également des nouveaux choix. À partir de cette recherche, je peux copier le code SQL correspondant à la recherche que je viens d'effectuer, pour ceux qui parlent couramment SQL. Je peux également créer une requête et la copier et la réutiliser dans mon code. On pourrait passer encore longtemps à détailler toutes les fonctionnalités du centre de contrôle HFSQL, tellement il est riche. Explorez-le, vous y découvrirez forcément des choses qui vous seront utiles. Vous avez un Drive? Mais si, un Google Drive, un Dropbox, un OneDrive. Eh bien, en version 2024, il est maintenant possible d'accéder nativement à ces drives dans les applis WinDev, WebDev et WinDev Mobile, de les manipuler, d'envoyer des fichiers dessus, de télécharger des fichiers. En fait, vous faites ce que vous voulez. Allez, je vous montre. Notre exemple, c'est une appli mobile de vente de composants électroniques. Tous les datasheets de chaque composant, leurs spécifications, sont stockés en PDF sur le Dropbox de l'entreprise. Donc je lance l'application. Alors, au lancement, Dropbox affiche un avertissement. Et ça, c'est bien. Là, il vous dit que ce n'est pas une application qui est largement répandue. C'est normal, c'est une application que j'ai écrite spécialement pour le WinDev Tech Tour il y a 2 semaines. Je me connais, je sais que je suis fiable. Vas-y Manu, tu peux y aller les yeux fermés. Bon, moi j'ai confiance en Marc, j'appuie sur Continuer. Ensuite, Dropbox affiche la fenêtre pour autoriser l'application à accéder aux données. Donc, autoriser. Hop, j'arrive dans l'application, voilà. Je sélectionne un produit. L'application affiche sa description. Et pour télécharger le PDF des spécifications, je clique sur le bouton « Voir les spécifications ».
l'application WinDev Mobile récupère le PDF dans Dropbox et l'affiche dans un champ lecteur PDF. Alors maintenant, voyons comment on a fait en W Langage pour récupérer les fichiers PDF depuis Dropbox. Aujourd'hui, pour qu'une application accède à une ressource en ligne, c'est le protocole OAuth qui est généralement utilisé. Dropbox utilise le protocole OAuth. Alors pour vous faciliter le travail, le W Langage propose une fonction de connexion spécifique à Dropbox. C'est la fonction DP Drive Connect. Cette fonction, elle va gérer le protocole OAuth pour vous. Je fais un rapide rappel sur OAuth. Alors OAuth, c'est un protocole d'authentification déporté. Mon application WinDev, elle se connecte à Dropbox. Dropbox affiche alors une page de login. L'utilisateur saisit son login et son mot de passe sur le site de Dropbox. Ça, c'est le point important. L'application WinDev ne connaît pas et n'accède jamais ni au login ni au mot de passe de l'utilisateur. Ensuite, une fois les infos vérifiées, Dropbox rappelle l'application en lui donnant soit un token d'accès, soit un code d'erreur. Ensuite, l'application peut accéder au Dropbox de l'utilisateur. Ça, c'est le principe général de OAuth. Alors ici, l'application réalise une authentification OAuth interactive, c'est-à-dire que l'utilisateur saisit ses infos de connexion. Et rappelez-vous ce qu'on a vu hier avec JWT et les comptes de service, l'application peut se connecter au Drive sans demander les logins et les mots de passe. On revient au code. Une fois l'utilisateur authentifié, la fonction DP Drive Connect renvoie une variable de type Drive. Et c'est cette variable qui va servir à interagir avec Dropbox. Maintenant, on va voir comment récupérer un fichier depuis Dropbox. Alors dans notre cas, c'est un fichier PDF. Donc pour ça, je vais dans le code et regardez. Oh, il n'y a que 3 lignes. Bah oui, c'est du WinDev Mobile. Hein. En 3 lignes, on lit le fichier sur le Drive et on l'affiche. Ouais, et encore, la première ligne, c'est juste la déclaration du fichier temporaire. Donc la deuxième ligne, Drive récupère fichier, ça récupère le fichier. Drive récupère fichier prend 3 paramètres. Donc la variable Drive, le chemin du fichier à récupérer, donc ici c'est la référence du produit .pdf, et enfin, où est-ce qu'on veut récupérer ce fichier. Donc ici, c'est dans notre fichier temporaire. Et la troisième ligne, c'est l'affichage du fichier PDF ? Et oui, PDF spécification, c'est un champ de type lecteur PDF. Parce que je vous rappelle, pour afficher un fichier PDF, il n'y a même pas besoin de sortir de l'appli. Il suffit d'utiliser un champ de type lecteur de PDF. C'est aussi facile que ça. La version 2024 vous donne accès à Dropbox, à Google Drive et à OneDrive. Et pour chacun des 3 drives, il y a une fonction de connexion spécifique. Donc DP Drive Connect pour Dropbox, on vient de le voir, GGL Drive Connect pour Google Drive et ODrive Connect pour OneDrive. Alors ces 3 fonctions prennent toutes les mêmes paramètres et elles renvoient toute une variable de type drive. Donc ensuite, les opérations sur le drive se font de la même manière, quel que soit le drive utilisé. Parmi les opérations supportées, il y a copie fichier, copie répertoire, déplace fichier, supprime fichier, envoi répertoire, envoi fichier. C'est hyper complet. Quand vous devez faire des modifs dans un fichier qui est sur le drive, il faut donc le récupérer, faire la modif et le renvoyer sur le drive. Dans le cas où plusieurs applis peuvent accéder en même temps à ce fichier, il faut faire attention au conflit. Alors lorsque vous devez utiliser les fonctions drive, moi je vous conseille vraiment de regarder l'exemple unitaire, les fonctions drive. Pour ouvrir cet exemple, c'est facile. Dans la fenêtre de bienvenue de WinDev, vous tapez drive et vous double-cliquez. Avec les fonctions Drive, vous empruntez la route du succès. Et c'est une route sans limitation de vitesse, de développement. Nous revoilà pour ce deuxième opus sur l'intégration continue. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous fais un rapide résumé. Hier, on a détaillé la création d'un plan d'action. Je vous rappelle, un plan d'action, c'est une liste d'actions de votre choix que la fabrique exécutera sur votre projet. Et moi, hier, j'ai créé un plan d'action pour recompiler automatiquement mes projets. Pour utiliser une fabrique logicielle, il faut d'abord l'installer. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer une fabrique logicielle et comment déployer le plan d'action dessus.
Pour installer la fabrique logicielle, il vous suffit d'une seule machine qui sera dédiée à la fabrique. Si vous avez une vieille machine, vous pouvez l'utiliser pour la fabrique logicielle. Sur cette machine, vous installez les deux éléments, le coordinateur et l'automate. L'automate, je vous rappelle, c'est l'application qui pilote WinDev pour exécuter vos plans d'action. Et le coordinateur, lui, il contient les plans d'action et il les lance à la suite. Je vous montre. C'est très facile, l'installation de la fabrique, elle est livrée en standard. Donc elle est dans le répertoire Install Factory de votre WinDev, WebDev ou WinDev Mobile. Vous lancez l'installation. Et vous choisissez l'option Installer un coordinateur sur cette machine. Suivant. Je donne le répertoire d'installation. Suivant. Alors sur ce plan, il y a plusieurs choses à savoir. La fabrique logicielle, elle envoie des comptes rendus des tâches. Pour ça, elle doit connaître les utilisateurs. Et ça passe par les centres de contrôle. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Donc j'indique les paramètres de mes centres de contrôle. Serveur et la base de données. Le paramètre suivant, c'est la base de données du coordinateur, c'est-à-dire la base qui va contenir les plans d'action et leurs paramètres. Donc soit c'est une base locale au coordinateur, dans ce cas-là, il n'y a rien à configurer, soit c'est une base client-serveur. Dans ce cas, il suffit de donner les paramètres du serveur HFSQL. Moi, je vais utiliser une base locale. Paramètre suivant, c'est combien de comptes rendus d'historique vous voulez conserver. Alors par défaut, c'est 10. Alors selon ce que fait votre plan, votre compte rendu peut être volumineux. Maître Yoda disait, plus votre plan d'action fera, plus gros le compte rendu sera. Je ne l'ai jamais entendu dire ça. Hein. Mais si, c'était dans quoi? C'était dans le réveil de la fabrique, tu sais, l'épisode 8, juste après la revanche des automates. Ouais. Et enfin, ce sont les paramètres de communication avec vous. Comment vous recevrez les comptes rendus, soit par les messageries intégrées de WinDev, soit par email. Alors, dans le cas des emails, il suffit de spécifier les paramètres du serveur ici. Ensuite, vous cliquez sur Suivant et le coordinateur s'installe. Et voilà. Donc le coordinateur, c'est fait. Maintenant, il faut que j'installe un automate. Eh bien, ça tombe bien, l'install de la fabrique, elle est rusée. Elle me propose d'installer un automate directement dans la foulée du coordinateur. Voilà, donc je clique sur Oui. Alors, les paramètres d'installation de l'automate, qu'est-ce qu'on a? Bon, le répertoire d'install, classique. Il y a le nom de la machine qui héberge le coordinateur. Donc ici, c'est la même machine, donc localhost. Et enfin, un login et un mot de passe des centres de contrôle. Moi, c'est Marc. Suivant. Voilà, c'est terminé. L'automate s'installe. Et puis bien sûr, comme l'automate pilote WinDev, WebDev et WinDev Mobile, je les ai aussi installés sur cette machine. Et si vous avez beaucoup de plans d'action à exécuter, vous pouvez toujours ajouter des automates supplémentaires pour monter en charge. Et bien maintenant, je vais pouvoir déployer et exécuter mon plan d'action. Donc je retourne dans WinDev, dans le projet de mon plan d'action. Donc c'est celui qu'on a créé ensemble hier. Hop, le voici. Je clique sur Générer la bibliothèque des plans d'action. Ici, je coche les plans qui doivent être publics. Alors les plans d'action, ils peuvent être publics ou privés. Quand ils sont publics, ils peuvent être lancés par l'utilisateur de la fabrique. Quand ils sont privés, ils ne peuvent être lancés que depuis un autre plan d'action. Suivant. Ensuite, je choisis de déployer la bibliothèque sur mon coordinateur. J'indique donc l'adresse du coordinateur. Et terminé. WinDev déploie le plan d'action sur le coordinateur et il lance automatiquement l'administrateur de la fabrique. L'administrateur, il vous permet de voir tous les plans d'action qui ont été installés dans la fabrique. Je retrouve mon plan d'action dans l'onglet Plan d'action. Ce plan d'action, il attend un paramètre, le chemin du projet dans le GDS. Du coup, je ne peux pas l'exécuter tel quel, il faut que je le paramètre. Je clique sur Paramétrer. Je peux spécifier un nom particulier.
et une description. Donc, je dois spécifier les paramètres. Ici, j'en ai qu'un. C'est le chemin GDS du projet à recompiler. Je vais commencer par le projet Presilia Contra qui est dans le GDS. Je le sélectionne. Dans l'onglet Notification, j'indique les personnes à qui envoyer le compte-rendu. Tout est bon, je valide. Et je retrouve notre plan d'action, plan recompilation. Il a maintenant un paramétrage pour traiter le projet Presilia Contra. Alors si j'ai besoin de traiter un second projet avec le même plan d'action, il me suffit d'ajouter un second paramétrage. Et maintenant, directement depuis l'administrateur de la fabrique, je peux exécuter notre plan d'action sur le projet Presilia Contra. Allez, je l'exécute. Et vous le voyez sur la machine de la fabrique, l'automate pilote WinDev pour exécuter le plan d'action. Je peux aussi planifier le plan d'action si je veux qu'il soit lancé régulièrement, mais ça, on en parlera demain. Vous l'avez vu dans ce sujet, mettre en place une fabrique logicielle, c'est facile. Demain, on continue ce sujet sur l'intégration continue avec comment planifier et comment maintenir vos plans d'action. Et maintenant, sujet suivant. Je crois que je vous avais promis qu'on reparlerait du GDS, et bien c'est maintenant. Alors je voudrais revenir sur une problématique qui revient assez régulièrement sur le partage d'éléments entre projets. Pour bien comprendre, je prends un exemple. Dans mon GDS, j'ai un site WebDev qui utilise des documents PDF. Je viens de créer une application WinDev et j'ai besoin qu'elle utilise les mêmes documents. Alors bien sûr, je peux partager chaque PDF par le GDS. Mais ça veut dire que chaque fois que je vais ajouter un nouveau PDF dans le site, il faudra que je pense à le partager avec l'application. Eh bien, grâce au GDS de la version 2024, il y a beaucoup plus facile. Il suffit de partager le répertoire qui contient les documents. Alors pour partager un répertoire, c'est dans l'administrateur du GDS. Je choisis le répertoire qui contient mes documents PDF et je fais clic droit, partager. J'indique ici l'endroit où je veux partager ce répertoire, donc le chemin GDS de l'application WinDev. Je valide et c'est fait. C'est facile. Et maintenant, dès que j'ajoute un PDF dans ce répertoire, il est automatiquement disponible dans les deux projets. Il n'y a plus de risque d'oubli. Et si vous avez un répertoire qui est partagé entre 20 ou 30 projets différents, par exemple un gabarit que vous avez personnalisé, comme on a vu, comme on verra demain, vous allez encore plus adorer. Vous l'avez compris, le GDS, c'est votre allié indispensable pour vos développements. Et je n'ai pas fini avec le GDS, je vous en reparle dans quelques minutes. Dans ce sujet, on va parler d'UI pour vos applis mobiles. On va voir ensemble comment rendre vos applis encore plus modernes avec la mise en place de fenêtres coulissantes basses. Déjà, c'est quoi une fenêtre coulissante basse? Eh bien, regardez. Voici une appli mobile. C'est une appli de réservation pour une compagnie de taxi. Donc là, je suis sur l'écran principal. Je choisis où je vais aller. Alors, j'ai besoin de renouveler ma garde-robe. Donc, je vais aller chez Balenciaga à Cannes. Je marque Balenciaga Cannes et je clique sur « Je réserve ». Je choisis les options de la course, donc type de véhicule. Et pour avoir un look stylé, le développeur de l'appli, ici, il a utilisé des fenêtres coulissantes basses pour sélectionner les options. Alors moi, je pars avec des copines. Donc on va prendre un van, j'appuie sur van. Et vous le voyez, la fenêtre coulissante, elle coulisse un petit peu plus pour proposer le nombre de places. Une fenêtre coulissante basse, ça vous permet des UI modernes et aérées. Imaginez une combo à la place. Et gros avantage, les fenêtres coulissantes, c'est super facile à mettre en place avec WinDev Mobile. Allez, vas-y Caro, prends ton van et oublie pas ta carte bleue, ça pourrait être utile. Et moi, je passe dans l'environnement et je vous montre comment on a fait cette appli. Alors, une fenêtre coulissante basse, c'est une fenêtre interne.
Facile. Alors voilà la fenêtre interne qui correspond au choix du type de véhicule. Un truc et astuce, par défaut, une fenêtre interne a un fond transparent. Pour les fenêtres coulissantes, on veut un fond opaque, parce que forcément, sinon, on va voir les champs qui sont derrière. Pour définir une couleur de fond, ça se fait dans l'asset onglet de la fenêtre interne, dans l'onglet Style, et vous choisissez la couleur de fond. Et pour bien différencier la fenêtre coulissante de l'application, moi je vous recommande de choisir une couleur différente. Et ensuite, comment on affiche une fenêtre coulissante? Bien, c'est facile, il suffit d'appeler la fonction double langage Fen coulissante visible. Le premier paramètre, c'est FC basse, pour indiquer qu'on veut manipuler la fenêtre coulissante basse. Et oui, je vous rappelle, il y a aussi les fenêtres coulissantes gauche et droite. Le second paramètre, c'est visible ou invisible. Et vous pouvez ajouter la taille de la fenêtre coulissante, donc taille réduite, taille intermédiaire ou taille étendue. Et on ne donne pas le nom de la fenêtre interne? Alors non, on ne donne pas le nom de la fenêtre interne dans cette fonction. On l'indique soit dans l'asset onglet, soit par programmation avec la propriété ma fenêtre coulissante basse. Alors dans l'asset onglet, c'est ici, dans l'onglet Détail, que vous indiquez donc le nom de la fenêtre coulissante basse. Alors il y a des options aussi, hein. Le cadre, c'est le look système ou le look de votre appli. Est-ce que la fenêtre coulissante doit être modale, c'est-à-dire que quand elle est ouverte, la fenêtre parente est grisée et inactive? Est-ce que l'utilisateur a le droit de fermer la fenêtre coulissante lui-même, s'il a froid par exemple? Et à droite, vous définissez les trois hauteurs prédéfinies qu'on a vues tout à l'heure. Réduite, intermédiaire et étendue. Et puis toutes ces options, elles sont bien sûr disponibles par programmation. Pour encore plus de conseils sur l'utilisation de ces fenêtres coulissantes basses, je vous recommande un super article très complet dans la LST 136. Les fenêtres coulissantes basses s'imposent dans les UI mobiles actuels. Avec WinDev Mobile, vous les mettez en place très facilement dans vos applis Android et iOS, en natif et avec le même code. Est-ce que je vous avais pas promis qu'on reparlerait du GDS? Eh bien c'est maintenant. Une deuxième question qu'on me pose souvent sur le GDS, c'est comment faire pour partager un élément, par exemple une collection de procédures ou une classe, entre deux projets quand ces projets sont dans deux bases GDS différentes? Oui, parce que vous savez, hein, quand les deux projets sont dans la même base GDS, c'est facile, c'est clic droit partager, on vient de le voir. Et quand il y a deux bases différentes, bah là aussi c'est facile, mais il y a une petite astuce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre deux bases GDS, on ne peut partager que des composants internes. Donc pour arriver à vos fins, il suffit de créer un composant interne dans un des deux projets, mettre la collection de procédures ou la classe dans ce composant interne et importer ce composant interne dans le second projet. Donc je vous montre comment on fait, parce que là, c'est une option qui n'est pas facile à trouver. C'est un peu une option où est Charlie. Ici, dans ce projet, j'ai déjà créé le composant interne. Il s'appelle CI utilitaire et il contient la collection de procédures que je veux partager. Donc j'ouvre le second projet, celui où je veux réutiliser la collection de procédures. Alors ce second projet, je vous le rappelle, il n'est pas dans la même base GDS. J'importe le composant interne du premier projet. Donc l'option, elle est cachée dans l'explorateur de projet. Dans la branche composant interne, je fais clic droit, importer un composant interne à partir du GDS. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, je dispose d'un onglet spécifique, autre base de source. Je clique sur connexion pour sélectionner la base GDS du projet d'origine. Je sélectionne ensuite le composant interne et je clique sur ajouter au projet. Et voilà, c'est fait. À partir de maintenant, les deux projets ils peuvent utiliser le composant interne. Et si l'un des deux le modifie, l'autre bénéficiera automatiquement des évolutions et des corrections. Une astuce, si vous voulez partager un composant interne en lecture seule, il suffit d'utiliser les droits du GDS pour ne laisser qu'un accès en lecture. Donc ça c'est super facile, il suffit de faire clic droit sur l'élément, propriété, et c'est dans l'onglet droit. Vous l'avez compris, le GDS, c'est votre allié indispensable pour vos développements. Et j'ai pas fini avec le GDS, je vous en reparle dans quelques minutes.
Et maintenant, on va parler de HFSQL Drive. HFSQL Drive, c'est votre base de données dans le cloud en 5 minutes chrono. Allez, je vous montre. J'ai ici une appli mobile. C'est une appli pour gérer des comptes rendus d'expertise automobile. Alors, pour l'instant, la base de données, elle est en local sur cette tablette. Alors, le siège de la société a besoin d'accéder en temps réel aux données, donc je vais mettre la base de données dans le cloud. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire ensemble et en direct. Le point de départ, c'est le site hfsqldrive.net. Le voilà. Oh, tiens, c'est marrant, t'es dans l'ordinateur aussi. Oui, effectivement. Donc, je clique sur « Créer votre base ». J'indique mes besoins, la volumétrie de la base de données. Pour l'instant, 5 Go, ça me va largement. OK. Ensuite, c'est le nombre de connexions simultanées. Et je vais commencer avec 10, puis s'il y a besoin, j'en rajouterai. OK. Et ensuite, c'est la sauvegarde. Ah oui, c'est important ça, les sauvegardes. J'active l'option de sauvegarde. OK, donc j'active l'option de sauvegarde. Très bien. Je donne mon adresse email pour continuer. Donc je vais utiliser celui de la société qui va utiliser l'appli. Donc robertexpert@presilia.com. Très bien. Alors ensuite, je donne le nom de la base de données à créer. Donc on va mettre Robert Expert. Ça va être bien. Le mot de passe du compte d'administration de cette base de données. Ouais, vas-y, mets-en un bien corsé. OK. Ensuite, je donne les infos du compte. Ensuite, il vous demande juste les infos de règlement. Bon, on est en démo, on suppose que c'est fait. L'étape suivante, c'est « Je me connecte ». La base de données, elle est là. Alors bien sûr, elle est vide, c'est normal, je viens de la créer. Alors dans mon appli, comment je l'utilise cette base de données? C'est facile, je clique sur « Paramètres de connexion » et le site m'affiche le code WLangage à utiliser et me dit que je dois le coller dans le code d'initialisation du projet. Let's go! Je clique sur « Copier le code » et j'ai plus qu'à le mettre dans mon appli. Donc je colle le code dans le code d'init du projet. On est en démo, je saisis le mot de passe en clair dans le code. Alors ce mot de passe, vous vous souvenez, c'est vous qui le définissez au moment où vous créez la base. Et c'est tout. Rien de plus facile. Je génère l'application Android. Alors, le temps que la compilation Android se fasse, moi je vais en profiter pour copier les fichiers de données actuels depuis la tablette dans la base de données qui se trouve dans HFSQL Drive. Ça se fait en 2 étapes. Il faut récupérer les fichiers depuis la tablette sur le PC et ensuite envoyer ces fichiers dans HFSQL Drive. Pour récupérer les fichiers depuis la tablette, je vais utiliser le centre de contrôle Android. Donc je branche la tablette sur le PC. Alors le centre de contrôle Android, c'est l'outil qui vous permet d'interagir facilement avec un appareil Android depuis votre poste de développement. Donc vous y retrouvez les traces WLangage, vous y retrouvez également les traces système, vous pouvez faire une capture d'écran de la tablette, gérer les applis, en installer, en supprimer. Vous disposez aussi d'un explorateur de fichiers et vous pouvez même envoyer des notifs push de test. Alors dans l'explorateur de fichiers, je sélectionne le répertoire qui contient les fichiers de données HFSQL. Là, Files, Documents, Expertise, et voilà mes fichiers. Et je fais tout simplement un copier-coller des fichiers vers le PC. Ah, alors attends, je vais les mettre dans un répertoire temporaire. Un drag and drop, et voilà. Super. Deuxième étape maintenant, copier ces fichiers de données dans ma base HFSQL Drive. Donc là maintenant, j'utilise le centre de contrôle HFSQL. Allez, je me connecte à la base HFSQL Drive. Et oui, une base HFSQL Drive, c'est un serveur HFSQL, tout ce qui est de plus normal. Normal, le serveur, c'est pas toi qui le gères là. C'est quand même plus confortable, non? C'est vrai. Alors dans le centre de contrôle HFSQL, je clique sur importer une base HFSQL classique.
Je sélectionne le répertoire du PC où j'ai copié les fichiers. Ok, c'est tout bon. Suivant, suivant. Je sélectionne tous les fichiers. Et voilà, c'est terminé. Ma base est dans le cloud. Elle est dispo. Alors pendant ce temps-là, la génération Android s'est terminée. Du coup, je peux déployer mon appli sur la tablette. Je choisis la tablette, je clique sur Installer, et c'est parti. Voilà. Alors, j'affiche l'écran de la tablette, et vous voyez mon application avec mes données dans HFSQL Drive. Et en plus, comme on utilise le store gratuit que nous fournit PCsoft, il ne me reste plus qu'à déployer l'appli sur le store privé de l'entreprise pour la mettre à dispo de tous les collaborateurs. Tout ce qu'on vient de voir, c'est génial. Avec HFSQL Drive, vous hébergez très facilement vos données dans le cloud. Grâce à HFSQL Drive, vos données sont accessibles en temps réel par tous les utilisateurs où qu'ils se trouvent. HFSQL Drive, c'est facile, c'est pratique. Alors utilisez-le! Nouveau sujet, on va parler du store privé. Votre store à vous, avec vos applis hébergés sur vos serveurs. Le voilà. Enfin là, c'est le mien. Grâce au store privé, vous diffusez facilement vos applications d'entreprise depuis un point d'accès unique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a dans le store de Manu? Il y a des applications Windows, il y a aussi des applications Android, des applications iOS et il y a aussi des sites web. C'est nouveau. En version 2024, vous référencez aussi les applis web de l'entreprise dans le store privé. Comme ça, les utilisateurs, ils n'ont pas besoin de garder 10 000 favoris dans leur navigateur. Un autre avantage du store privé, c'est que vous pouvez l'héberger chez PCS Cloud, pratique pour les collaborateurs itinérants. Alors pour installer une appli dans le store privé, c'est simple. Dans l'assistant d'installation, vous choisissez store privé, vous donnez les paramètres et c'est tout. Alors dans ce sujet, je voudrais vous montrer un cas qui se présente fréquemment. La question c'est comment passer une application existante qui utilise le Live Update de WinDev en installation dans un store privé. Et surtout comment faire pour que ce changement soit transparent pour les utilisateurs. Pour vous montrer ça, j'ai un projet d'exemple. Cette appli, je l'ai créée avec une installation réseau, celle que vous connaissez tous, le Live Update de WinDev. La version de référence, elle est déployée dans un répertoire partagé sur le réseau. Les postes clients, ils se mettent à jour automatiquement au lancement. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'au lieu d'être installé par le réseau, ça soit installé par le store, y compris pour les utilisateurs existants. Donc c'est dans le même assistant, il suffit de choisir ici installation dans un store privé. Suivant. Je dois indiquer les paramètres de présentation de l'application dans le store privé. Donc il y a un nom, une description, une image. Alors WinDev reprend par défaut l'icône de l'application. Bien sûr, vous pouvez personnaliser cette image. Et puis il y a la visibilité de l'application, publique ou privée. Alors une application publique sera téléchargeable par tous les utilisateurs qui ont accès au store privé. Une application privée, elle ne sera accessible qu'au groupe d'utilisateurs que vous aurez choisi. Pour télécharger l'application, ils devront disposer d'un compte sur le store privé et des permissions nécessaires. Moi, je veux une application publique. Suivant. Ensuite, il y a le contrôle de version. Est-ce que cette version de l'application est obligatoire ou optionnelle? Alors ça, vous connaissez, c'est le même fonctionnement que le Live Update en réseau. Vous pouvez également ajouter une note qui décrit les nouveautés de la version. Ensuite, les autres options sont les mêmes que pour le Live Update. Donc je passe rapidement. Je génère l'install de l'application. Et après, j'exécute cet install pour installer l'appli dans le store. La première chose à faire, c'est de donner l'adresse du store privé et les infos de connexion. Alors évidemment, pour ajouter une application dans un store privé, il faut que vous soyez autorisé à ajouter des applications. Ce droit, il peut vous être donné par un administrateur du store privé dans l'interface d'administration. Suivant.
Dans l'étape suivante, l'assistant propose de signer l'installation de l'application cliente. Alors moi, je vous le recommande fortement. La signature, ça garantit à vos utilisateurs que l'application qu'ils téléchargent, c'est bien celle que vous avez ajoutée dans le store privé. Alors pour signer, c'est facile, il vous suffit de cocher la case « Signer l'installation » et de choisir le certificat à utiliser. À cette étape de l'installation, vous avez la possibilité d'ajouter un fichier de configuration supplémentaire. Ce fichier, il sera installé en même temps que l'application sur les postes clients. Alors ça, c'est très pratique quand vous déployez dans le store privé de plusieurs entreprises clientes. Tous les clients ont la même appli, mais chaque entreprise cliente a son fichier de configuration. Et enfin, on arrive au point le plus important de notre exemple. Pour convertir une installation réseau en installation store privé, il suffit de cocher la case en bas et d'indiquer l'emplacement du répertoire de référence de l'installation réseau. Et c'est tout, je valide. L'assistant est en train d'ajouter mon application dans le store privé. Ça prend quelques secondes. Et c'est fini. Mon application est maintenant dans le store privé. Donc je lance le store privé. J'y retrouve mon application. Et maintenant, pour l'installer, les utilisateurs, ils ont juste à cliquer sur l'application. Voilà, et à cliquer sur télécharger l'application. Voilà, le store privé, c'est un moyen extrêmement simple pour proposer aux utilisateurs de l'entreprise les applications internes. Windows, Android, iOS et même les sites internet. Les applications sont faciles à trouver, tout est au même endroit. Elles sont faciles à installer, il suffit de cliquer. Elles sont faciles à mettre à jour, ça se fait tout seul. Et si vous utilisiez la mise à jour en réseau, vous l'avez vu, passer au store privé, ça se fait en quelques clics. Le store, c'est livré en standard. Ça serait dommage de vous en priver. Je crois que je vous avais promis qu'on reparlerait du GDS. Et bien c'est maintenant. Dans ce sujet sur le GDS, je voudrais vous montrer une nouveauté sympa de la version 2024. C'est le Cherry Pick. Le Cherry Pick, c'est quoi? Eh bien, ce qu'on appelle le Cherry Pick, c'est le report d'une réintégration unique depuis une branche vers une autre, et non pas le report de l'ensemble des réintégrations d'une branche vers une autre. En gros, je prends une seule modif de ma branche et je ne reporte que cette modif. Allez, je vous montre comment on fait sur un exemple. Alors ce projet, il a deux branches, la branche en cours de développement et la branche actuellement en clientèle. Un client a signalé un bug pénalisant dans sa version, mais ce bug, il a déjà été corrigé dans la branche en cours de développement. Alors, ce qu'on va faire, c'est une version de dépannage qui contiendra la version en clientèle plus uniquement la réintégration qui contient cette correction. Allez, c'est parti. J'ouvre la branche de la version en clientèle. Alors, dans le projet, je clique sur branche, récupérer des modifications depuis une branche. Je sélectionne la branche en cours de développement, suivant, suivant. Et c'est ici, dans l'assistant, que j'indique que je veux reporter les modifications d'une révision. Et c'est ça, le fameux Cherry Pick. Suivant. Je choisis la révision, la réintégration qui contient la correction du bug. Je valide et c'est tout. Le GDS reporte automatiquement cette correction et uniquement celle-ci dans la branche en clientèle. Et là, il me reste à compiler, à tester et à préparer une install pour le client. Vous l'avez compris, le GDS, c'est un outil indispensable pour gérer facilement et de façon sûre vos sources. Il vous apporte de la sécurité, de la flexibilité et du confort. Le GDS, il est inclus en standard. Utilisez-le. Dans ce sujet, on va vous présenter une utilisation originale d'un QR code et d'un smartphone pour interagir avec un site web dev. Regardez. On a ici un site web dev. C'est un tableau de bord pour une plateforme logistique.
Dans les entrepôts, ils utilisent des grandes télés qui affichent les informations. Le tableau de bord, c'est ce qu'on voit ici. Ce tableau de bord, il propose plusieurs vues différentes. Et pour changer la vue, pour changer la page, pas de clavier, pas de souris, ça se fait simplement avec un QR code. Allez, je vous montre comment on fait. Sur mon smartphone, je lance l'appareil photo, je scanne le QR code, ça ouvre une page web. Bon, je ne m'identifie pas. Et je choisis la vue du tableau de bord que je veux consulter. Moi, je veux voir les positions des camions de livraison. Donc, je clique sur Visu de la flotte. Et le tableau de bord se met à jour. Alors, comment on réalise un site comme celui-ci avec WebDev? C'est très facile. Je vous montre comment on a fait ce site. Alors, le site, il est composé de 2 pages. Il y a la page du tableau de bord pour l'écran, elle contient plusieurs plans, et la page de pilotage pour le smartphone. Vous voyez ici. Allez, je commence par la page du tableau de bord. Lorsqu'elle s'affiche dans le navigateur, son code de chargement déclenche une procédure timer, on le voit ici. Cette procédure, elle s'exécute toutes les 5 secondes. Au passage, je vous rappelle qu'en W langage, pour dire 5 secondes, il n'y a pas besoin de convertir en centièmes ou en millièmes. Il suffit d'écrire 5 secondes. Et ça marche avec les heures, les minutes, les secondes et les millisecondes. Allez, revenons à notre timer. Donc toutes les 5 secondes, il appelle une procédure gère affichage. Et cette procédure gère affichage, on la met sur le serveur. Alors pourquoi elle est sur le serveur? Il y a 2 raisons à ça. Déjà, elle a besoin d'accéder à la base de données pour remplir le tableau de bord. Et ensuite, le serveur, c'est le point de communication entre l'écran géant et les smartphones. Dans le code de cette procédure, on lit le paramètre vue affichée pour savoir quelle est la vue à afficher. Et selon la vue sélectionnée, on met à jour l'affichage du tableau de bord. C'est tout. Maintenant, je vous propose de regarder l'autre page du site, la page qui est sur le smartphone. Cette page, elle permet de choisir ce qui va être affiché. Donc, quand l'utilisateur sélectionne un affichage, la page écrit dans le paramètre vue affichée avec la fonction WLangage ini écrit. Je vous rappelle, ce paramètre, il est lu par le timer toutes les 5 secondes. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, comment on a mis le QR code dans le tableau de bord? Je vous le montre dans une page vierge. Alors, dans cette page, je crée simplement un champ QR code. Je choisis un champ code barre, pardon. Donc, je choisis un champ code barre de type QR code. Alors, pour ce champ, je peux donner la valeur du QR code dans cet onglet. Mais là, je vais le faire par programmation dynamiquement. La valeur du QR code, c'est l'URL de la page smartphone. Et cette URL, comment je la récupère? Eh bien, tout simplement avec la fonction WLangage page adresse. Donc le code, c'est page adresse, le nom de la page, et PA complète, ça veut dire avec le HTTPS, le nom de domaine, etc. Et pour vous qui utilisez déjà WebDev, vous avez dû remarquer un truc tout à l'heure dans le code du timer. Le Ajax exécute, il n'y en a plus besoin. À partir de la version 2024, les appels serveurs depuis le code navigateur, c'est automatique. Plus besoin d'utiliser Ajax execute, plus besoin de marquer explicitement que la procédure sera appelable depuis le navigateur. WebDev s'occupe de tout automatiquement. Bien sûr, le code existant continue de fonctionner comme avant. Vous le voyez, le mécanisme de dialogue est très facile à mettre en œuvre. Les gains, pas besoin de clavier, pas besoin de souris, pas besoin d'écran tactile. Et puis là, on vous a montré un exemple simple, mais vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. C'est du WLangage, c'est du WebDev. C'est sur ce sujet qu'on vous quitte pour aujourd'hui. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. On se retrouve demain pour le 3e et dernier workshop de ce WinDev Tech Tour. Toujours à 14 h, heure de Paris. Demain, on verra le multi-analyse et les requêtes multibases, l'intégration de DocuSign dans vos applications et on continuera de parler d'intégration continue. Allez, je ne vous en dis pas plus, à demain, 14 h.